Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Comme invité ce matin, j'en ai trois. Il s'agit de la ministre conseillère Sedami Medegan Fagla qui sera là ce matin pour opiner toujours sur la tentative de coup d'État déjoué en République du Bénin. J'aurai également comme invité le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption qui sera face au président du Front des organisations nationales de lutte contre la corruption. Ensemble, ils essaieront de passer au peigne fin les enjeux autour de la lutte contre la corruption. Notons que le 9 décembre dernier, c'était la journée internationale. Mais avant de les retrouver, chers amis internautes, vous aurez droit à la une des journaux, au bulletin matinal d'information, à la définition du jour, aux trucs et astuces, au prénom du jour, aux prévisions astrologiques et au panel de discussion. Le panel de discussion de ce matin qui s'intéresse à une interrogation féconde, j'allais dire, et utile. Est-ce qu'il faut épouser celui que l'on aime ou la personne qui nous aime? Voilà un peu la trame de Free Matin de ce matin, juste après l'instant pub. On se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur titre ce matin en manchette: après le coup d'État déjoué, l'appel général au patriotisme, outre les mesures sécuritaires prises et ou renforcées, c'est carrément tout le peuple béninois qui est appelé au sursaut patriotique. Des magistrats aux partis politiques, en passant par les personnalités religieuses et administratives, le message est clair: plus jamais de coup de force en République du Bénin. Lisez l'article qui fait le point de la situation actuelle dans les colonnes de sa proposition. Jeux universitaires 12e édition et de 2 pour les terres de Soha. Législative et communale du 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat rend disponibles les accréditations. Retrouvez des détails dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Dans son ouvrage Financer l'Afrique autrement, le pari de l'assurance, Magloire Dochamou propose des solutions aux économies africaines. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. À l'oreille droite, journal école, culture, retour souhaité de Miss Bénin. Un titre qui convie à lire dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel
audiovisuelle, eux présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La nation, après le coup d'État déjoué, Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, reçoit de hauts gradés nigérians. Le Canard illustre son titre avec une image prise au palais de la Marina et écrit en dessous qu'une délégation de hauts gradés nigérians conduite par le général Chérif était au cabinet du président de la République. Une occasion pour le chef de l'État de leur exprimer la gratitude de la nation pour l'appui apporté aux forces armées béninoises pour finaliser la mise en déroute des mutins dimanche dernier. L'article compte rendu de ce conclave pour ce qui est de savoir est à lire à la page 3 de la proposition. Tentative de putsch vue de l'extérieur, pourtant le Bénin est sur une bonne trajectoire. Facilitation du transport aérien dans la sous-région, la CEDEAO adopte des mesures pour baisser les coûts. Fraternité à présent. Après le coup d'État déjoué, Sam Seydou Adambi, Malik Seydou Gominan et la communauté de Zongo rendent grâce à Allah. Cannes 2025 zoom sur le groupe E, la rédemption des Fennecs, la Guinée équatoriale, l'outsider qui n'en est plus un. Le quotidien, le matinal, attitude de l'armée républicaine et réprobation unanime de la tentative de coup d'État, une preuve patente de la maturité du peuple béninois, l'intervention décisive de l'armée nigériane saluée, la police alerte sur des matériels militaires abandonnés par des putschistes, le roi de Kouandé martèle son soutien aux institutions. Ces différents points sont à retrouver à travers des articles publiés aux pages 2 et 6. Leadership féminin en politique, des avancées louables sous Patrice Talon. Matin libre à présent, campagne contre les violences basées sur le genre, savait 614 grossesses précoces et 38 viols sur mineurs. Retrouvez des précisions à la page 9 de la livraison. Deuxième séance de reddition de comptes de l'année 2025. Les Cotonois approuvent le bilan de Luc Setonji Atroko, maire de la ville de Cotonou, et notamment le bilan du conseil municipal, bien évidemment. On lit à présent le potentiel, réaction politique au putsch manqué. Claudine Affaire-Prudencio condamne la tentative de coup d'État et réaffirme sa loyauté devant les femmes de la 6e circonscription. Elle fustige la dérive putschiste et adresse ses condoléances au général de corps d'armée Bertin Bada. Tentative de coup d'État déjouée. Patrice Talon, sa capture échoue. Dieudonné Tévoedjre parle d'un homme courageux. Retrouvez le décryptage que fait le potentiel de la sortie médiatique du commandant de la garde républicaine sur Radio France Inter dans les colonnes de sa proposition. Le potentiel, dernier développement des attaques du dimanche dernier. Ce n'est pas un coup d'État, mais une agression de l'AES et du Togo. Foria Singbe appelle Talon pour voir. Tiani avait ouvert la frontière dimanche matin, positionné des blindés. L'opposition accepte d'exécuter la deuxième phase des attaques qu'attend le président Talon pour décréter l'état d'urgence. De quoi parle le confrère? Retrouvez les motivations de cet article dans les colonnes de sa proposition. La Croix du Bénin, l'hebdomadaire catholique, titre en manchette cette semaine. Festival international des familles, 7e édition. Un record de 10 000 visiteurs. Le Canard illustre son titre avec une image sur laquelle on aperçoit la gigantesque caravane qui a précédé le lancement officiel du Festifa au Palais des Congrès de Cotonou le 5 décembre dernier. On peut lire également à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, communauté catholique Saint-Jean-Paul II. Journée de réflexion sur la pensée du Saint-Pape. Lancement de Marie dans le plan divin du salut, un livre pour témoigner sur la mère de Dieu. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, parle de commerce et développement dans le sud global, entre montée en puissance et marginalisation financière. Production avicole au Bénin, un journaliste aviculteur en mission pour booster l'élevage des volailles. Le bi-hebdomadaire Kinikini ce matin en manchette parle du Conseil extraordinaire des ministres. Bientôt une aire de jeu à Parakou. L'article à retrouver à la page 2.
Arche Formation, assurance pour le renforcement du capital humain, démarrage des sessions de renforcement des capacités des artisans béninois. Près de 2000 bénéficiaires, se réjouit le confrère. Bénin intelligent, impact du coup d'État manqué. Nous ne modifions aucun de nos agendas institutionnels, fait observer le journal. Info Matin, quant à lui, tentative de putsch déjouée au Bénin. L'ONG FEB Afrique condamne le coup d'État manqué et salue la résilience des forces républicaines. Le matin, ce matin, tentative de putsch au Bénin, récit exclusif d'une nuit de feu déjouée au sommet de l'État. Le colonel Dieudonné Tévo-Edjret retrace les épisodes de la riposte contre les mutins. Le Grand Matin, quant à lui, tentative de coup d'État, ferme condamnation des présidents d'institutions de la République. L'article à lire à la page 3 de la livraison. Signature d'une convention cadre entre le Bénin et la Vendée. Une nouvelle ère s'ouvre pour la lecture publique au Bénin. L'emblème du jour ce matin, mobilisation de l'Union progressiste Le Renouveau de Sakété contre la prise de pouvoir par la force. Aruna Lawani galvanise la vague jaune. On lit à présent Jack Pata, La lumière et ma loi, culte œcuménique pour la paix. Louis Béonou-Vlavonou salue une initiative majeure en faveur d'élections apaisées. Le confrère de Filao News ce matin, coup d'État déjoué. Igor Campos s'insurge contre l'acte posé par les assaillants. Plus jamais cela dans notre pays. Le Bénin n'a pas besoin de ces actes d'une époque révolue. Face à la tentative de push, Hippolyte Arondemain, le plaidoyer pour une union sacrée derrière le président Patrice Talon. Il prône la loyauté absolue envers le chef de l'État. Agaché News, grande mobilisation de l'Union progressiste de renouveau à Sakété. Aruna Lawani et le président Louis Béonou-Vlavonou vont debout contre la prise de pouvoir par les armes. Les législatives et communales de janvier 2026 également en ligne de mire. Dabarou ce matin, amélioration des politiques éducatives dans le Borgou. Dédras ONG présente les résultats d'une enquête aux acteurs. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Et puis, de Parakou, nous prenons la direction de la République démocratique du Congo pour clôturer cette édition, ce bulletin matinal d'information, bien évidemment. Uvira, une ville située dans l'est du pays, est passée sous le contrôle de l'AFC M23 depuis le dimanche 10 décembre 2025. Depuis le 10 décembre 2025, l'entrée des combattants du mouvement soutenu par le Rwanda selon les autorités congolaises, burundaises et des experts de l'ONU s'est fait sans affrontement. Et puis ce jeudi, le groupe politico-militaire consolide sa présence et étend en quelque sorte son contrôle sur plusieurs zones. Amis internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Les populations des communes de Kpamassé et Toribosito ont fait une marche de protestation contre la tentative de déstabilisation du Bénin survenue le dimanche 7 décembre dernier. C'était une initiative de l'honorable Bernard Sossou Amoussou qui a eu lieu ce mercredi. Reportage Anaël Dou. Marche de protestation et de condamnation de la tentative de coup d'État du dimanche 7 décembre 2025. La population de la commune de Kpamassé, sous le leadership de l'honorable Bernard Amoussou Sossou, accompagné de plusieurs autres autorités, disent non et plus jamais à un coup d'État au Bénin. Plus jamais ça au Bénin. Ces gens sont venus pour nous faire reculer de 50 ans en arrière. Si cela marchait, ils vont faire quoi? Ils n'ont aucune maîtrise de la gestion de l'État. Nous allons remercier le Seigneur pour avoir choisi Talon pour nous diriger. Nous avons remercié le chef de l'État lui-même par son pragmatisme, par son intelligence, par son dévouement, par son sacrifice. Bravo à nos forces de défense et de sécurité. Vous allez dire bravo, bravo à nos forces.
Bravo à nos forces. Et plus jamais de coup d'État dans ce pays, le Bénin. Nous remercions le chef de l'État, nous remercions Dieu d'abord et les membres de nos ancêtres, le chef de l'État et les forces armées pour avoir réussi à les renvoyer, à les battre et à faire que le Bénin puisse continuer son développement, le développement que tout le monde entier nous envie aujourd'hui. La population de Kpomassé, fidèle et reconnaissant au chef de l'État pour toutes les réalisations dans la commune, manifeste son soutien indéfectible envers ce dernier. Coup d'État, mon canton, ça c'est quoi Bénin, c'est quoi dit ah? Est-ce que la voix qu'on guérit à yon, les coups d'État, il y en a d'où nous ah? Coup d'État, il y en a pas belé toi, mais ouais. Mina be asumi to le po we ah. Kpomassé ville nyala kombo gbe. Tout comme la commune de Kpomassé, celle de Toribosito n'est pas restée en marge de cette protestation. Les autorités sont descendues dans les rues pour clamer leur désapprobation face à la tentative de coup d'État. Autorités communales, départementales, députés, acteurs religieux, tous ont exprimé leurs indignations. Un rejet ferme de Toribosito. Toribosito rejette fermement la violence, s'oppose à toute prise de pouvoir par la force et demeure résolument attaché au respect et à la préservation de l'ordre constitutionnel. Nous exprimons également notre solidarité à l'endroit des victimes et des familles affectées par cette tentative de déstabilisation de notre pays. Au chef de l'État, à sa famille et à l'ensemble du gouvernement, je tiens à réaffirmer avec la plus profonde déférence la compassion et le soutien indéfectible de toute la communauté de Toribosito. Nul ne sera porté atteinte impunément à la vie du président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, ni aux institutions de la République, dont le respect et la protection s'imposent à tous. La population de Toribosito a profité de l'occasion pour rendre un hommage aux forces de défense qui, au péril de leur vie, ont protégé les Béninois. Les mouvements de protestation se multiplient, preuve que l'ensemble du peuple béninois condamne avec fermeté cette tentative de coup d'État. À l'occasion de cette marche de protestation, le premier adjoint au maire de la commune de Toribosito, Cosme Akondé, a lui aussi condamné les faits, toujours au micro de Anel Dou. Il s'agit d'une mobilisation citoyenne pour dénoncer la tentative de coup d'État manqué qui a été perpétrée dans la nuit du 7 décembre à l'endroit du chef de l'État. Donc, nous sommes là pour réitérer notre soutien au président Patrice Talon et pour dire à la face du monde que Toribosito dit non au coup d'État. Toribosito dit non à la prise de pouvoir par les armes. Toribosito dit non à la forfaiture. Les commanditaires eux-mêmes, aussi que les acteurs, ne maîtrisent pas les implications que peut engendrer un coup d'État dans un pays. C'est à la limite un drame. C'est même plus qu'un drame. Et je crois que nous sommes là pour dire plus jamais ça au Bénin et dire au chef de l'État, réitérer notre soutien et lui dire que toute la commune de Toribosito, près de 80 000 âmes, vous avez vu la mobilisation, plus de 5 000 personnes aujourd'hui dans les rues pour dire non à cette forfaiture-là. Et je crois que le message est clair, Toribosito dit non au coup d'État. Et par la même occasion, Toribosito profite pour remercier le chef de l'État pour toutes les infrastructures sociales de base que la commune a bénéficié. Toribosito aujourd'hui est totalement désenclavé avec, n'est-ce pas, le courant électrique, l'eau et tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, la situation est sous contrôle et les populations du Bénin vaquent librement à leurs occupations. Les forces de défense et de sécurité sont à la commande, ils contrôlent tout et je crois que le pays est désormais plus que jamais sécurisé.
On parle toujours de cette tentative de coup d'État. Le bureau fédéral Bloc républicain de la diaspora américaine condamne avec la plus grande fermeté cette tentative et apporte son soutien au chef de l'État, Patrice Talon. Plus de détails avec Ambroise Agosset, coordonnateur Bloc républicain de la diaspora américaine. Petit matin du dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule d'hommes armés a posé des actes d'un autre temps en tentant de déstabiliser la République du Bénin et ses institutions. Le bureau fédéral Bloc républicain de la diaspora américaine, par ma voix, condamne avec la plus grande fermeté cette tentative de coup de force qui relève d'une vieille époque. Cet acte, d'une extrême gravité, constitue une atteinte directe à l'ordre constitutionnel, à la stabilité de nos institutions et à la sécurité de notre nation. Il s'agit d'une violation des fondements démocratiques auxquels le peuple béninois reste profondément attaché. Nous témoignons notre profonde compassion aux victimes ainsi qu'à leurs familles et partageons leur douleur. Nous exprimons notre plein soutien au chef de l'État, le président Patrice Talon, et à son gouvernement légalement établi, aux institutions de la République, aux forces de sécurité et de défense pour leur engagement et détermination à protéger avec professionnalisme la nation et ses citoyens. Nous saluons les organisations de la société civile pour leur engagement dans la préservation de la paix nationale. Nous n'oublions pas les partis politiques dont leurs rôles sont déterminants dans la préservation des acquis démocratiques. Nous témoignons notre soutien au Bloc républicain, notre parti, ainsi qu'à son président, le ministre d'État Abdoulaye Biachane. Le bureau fédéral Bloc républicain américain salue la vigilance et la détermination des autorités béninoises qui ont su contenir cette menace contre notre République. Nous appelons l'ensemble des citoyens à demeurer calmes, responsables et unis autour des valeurs fondamentales que sont la paix, la démocratie et l'état de droit. Nous exhortons également les autorités compétentes à ouvrir les procédures à l'encontre des différents instigateurs et acteurs de cette tentative de déstabilisation de notre République afin qu'ils répondent de leurs actes. En ces moments sensibles, nous affirmons notre engagement indéfectible à défendre l'unité nationale, la souveraineté du Bénin et le fonctionnement régulier de ces institutions. Que Dieu et les manes de nos ancêtres protègent notre nation. Une autre information, et cette fois-ci à Parakou, la cohabitation entre les habitants et les animaux fait partie du quotidien, mais elle expose aussi la population à des maladies souvent méconnues. Parmi elles, la rage demeure l'une des plus dangereuses et les équipes de diagnostic restent permanemment en alerte. Moïdine Lawani nous propose de suivre ce reportage qui renseigne sur un animal infecté et la mesure à adopter face à la morsure. À Parakou, la cohabitation entre les hommes et les animaux est une réalité quotidienne. Chiens, chèvres, volailles ou bovins font partie intégrante du décor urbain et rural. Mais derrière cette proximité se cache un danger invisible, les zoonoses, ces maladies transmissibles de l'animal à l'homme. Les zoonoses, ce sont des maladies qui se transmettent généralement par contact direct, c'est-à-dire il y a griffure, morsure, léchage ou à travers les fluides corporels, l'urine, la sueur et autres. Il y a également un contact indirect à travers la consommation de viande, de lait qui n'est pas pasteurisé, la consommation d'œufs. Il y a également la transmission à travers l'environnement. Ces maladies sont nombreuses, mais certaines sont particulièrement récurrentes.
Parmi elles, la rage reste l'une des plus redoutées. À Parakou, la cellule de diagnostic de la rage veille à chaque alerte. Sa responsable explique comment reconnaître un animal atteint. Il y a les signes cliniques qui s'observent en cas de rage. Vous allez constater que l'animal devient un peu plus agressif. Il cherche à avaler tout ce qu'il trouve. Il devient plus excitant, il remue les yeux sans cesse. Il y a une salive profuse qui coule au niveau de sa gueule. Et il évite la lumière. Il n'aime pas être en contact de l'air. Et ça, c'est l'aérophobie. Il fuit l'eau, il fait de l'hydrophobie. À part tous ces signes-là, il y a également la paralysie des membres qui s'accompagne. Ça commence surtout au niveau de la membre, des membres postérieurs et ça finit par gagner les membres antérieurs. Outre ces signes, il y a la température, l'hyperthermie, l'élévation de la température également qui s'accompagne. Face à une morsure, la réactivité peut sauver des vies. La même spécialiste rappelle la conduite à tenir en cas d'incident. La première des choses en cas de morsure, c'est de laver rapidement la partie avec du savon. Un savon neutre, ça peut être du palmidar comme un savon de Marseille. Abondamment à l'eau. Et après ça, il faut aller vers un centre vétérinaire pour la prise en charge, pour la mise en observation au fait de l'animal mordeur. Il faut suivre l'animal pour savoir si c'est un animal suspect ou pas de la rage. Chaque année, plusieurs cas de rage sont enregistrés dans le nord du Bénin. La sensibilisation, la vaccination des animaux et le renforcement des diagnostics demeurent les meilleurs moyens de prévention. J'invite vraiment la population à se rapprocher quand ils ont des animaux chez eux, à prendre soin d'abord de ces animaux-là, à ne pas laisser les animaux errer dans la commune, à les garder à la maison. Ce sont des animaux domestiques, les chiens, les chats, les singes, à les garder en sécurité à la maison, à les vacciner, à prendre soin d'eux. Parce que c'est en prenant soin de nos animaux qu'on prend soin en même temps de nous-mêmes. Ces voix traduisent une même urgence. Renforcer la collaboration entre les services vétérinaires, les structures de santé humaine et les communautés locales. Car au-delà du monde animal, la lutte contre les zoonoses est avant tout une lutte pour la santé de tous. Et puis, de Parakou, nous prenons la direction de la République démocratique du Congo pour clôturer cette édition, ce bulletin matinal d'information, bien évidemment. Uvira, une ville située dans l'est du pays, est passée sous le contrôle de l'AFC M23 depuis le dimanche 10 décembre 2025. Depuis le 10 décembre 2025, l'entrée des combattants du mouvement soutenu par le Rwanda selon les autorités congolaises, burundaises et des experts de l'ONU s'est fait sans affrontement. Et puis ce jeudi, le groupe politico-militaire consolide sa présence et étend en quelque sorte son contrôle sur plusieurs zones. Amis internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression « tirer sur l'ambulance ». Tirer sur l'ambulance signifie s'acharner sur quelqu'un qui est déjà en mauvaise posture. L'expression vient de l'image d'une ambulance qui transporte déjà quelqu'un en difficulté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression « tirer sur l'ambulance ». Tirer sur l'ambulance signifie s'acharner sur quelqu'un qui est déjà en mauvaise posture. L'expression vient de l'image d'une ambulance qui transporte déjà quelqu'un en difficulté. S'en prendre à elle
revient à s'attaquer à quelqu'un qui est déjà blessé et incapable de se défendre. Exemple d'utilisation, la société est en faillite, inutile de tirer sur l'ambulance en s'accablant encore sur le directeur ou encore après sa défaite, continuer à insulter le candidat, c'est vraiment tirer sur l'ambulance. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, dans la rubrique Trucs et astuces, on parle de quelques solutions naturelles pour soulager un abcès. Un abcès est souvent causé par des infections bactériennes et les causes peuvent être diverses. La douleur occasionnée est généralement assez intense, mais heureusement, il existe des solutions naturelles pour soulager cette douleur en attendant votre rendez-vous chez le dentiste. Facile à reconnaître, l'abcès se manifeste par une zone. Si l'inflammation est localisée sur la joue, on parle d'abcès dentaire, mais si elle se situe sur d'autres parties du corps, comme sur une peau rasée, les aisselles ou encore les zones pubiennes, sur l'emplacement des ganglions ou sur la surface de la peau, après une blessure, on parle dans ce cas d'abcès cutané. Alors comme première solution, on a les compresses chaudes pour dégonfler un abcès. Un des remèdes les plus simples et plus efficaces pour dégonfler un abcès. Pour utiliser cette technique, amis internautes, trempez tout simplement une serviette propre dans de l'eau chaude, essorez-la et appliquez-la sur la zone infectée pendant 10 à 15 minutes, ceci 3 à 4 fois par jour. Assurez-vous que l'eau n'est pas trop chaude pour éviter de vous brûler. Deuxième solution, les cataplasmes pour réduire l'accumulation de pus. Efficace pour traiter les abcès car il absorbe l'inflammation, l'accumulation de pus et favorise son assèchement. 3. Les oignons. Faites cuire les oignons à la vapeur et écrasez-les pour obtenir une pâte. Appliquez ensuite la mixture tiède sur l'abcès et recouvrez avec un bandage. 4. Le chou. Faites cuire un chou au four, écrasez-le jusqu'à l'obtention d'une pâte. Laissez un peu refroidir la préparation avant de l'appliquer directement sur l'abcès et recouvrez la zone avec une compresse chaude. 5. L'argile verte. Amis internautes, l'argile verte doit être appliquée froide sur la zone à traiter et sur une épaisseur d'environ 2 cm. Couvrez avec un bandage ou un sparadrap et laissez agir au moins 2 heures de temps. Ce cataplasme est à répéter au moins 3 fois dans la journée. 6e et dernière solution, le citron. Appliquez une tranche de citron jaune sur l'abcès et maintenez-la au moins 10 minutes à l'aide d'un bandage ou d'un sparadrap. Renouvelez l'opération jusqu'à 5 fois par jour en changeant la rondelle de citron à chaque fois. Et voilà, chers internautes, dites adieu aux abcès. Merci de votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le Prénom du jour. Aujourd'hui, nous célébrons les Daniel. D'origine hébraïque, Daniel signifie Dieu est mon juge. Daniel est généralement un homme posé, réfléchi et observateur. Sous sa douceur apparente se cache une personnalité forte et déterminée. Dans le domaine professionnel, Daniel est quelqu'un sur qui l'on peut compter. Il est sérieux, rigoureux et méthodique. En amour, il est fiable, stable et sincère. Il ne s'engage pas à la légère, mais lorsqu'il aime, il le fait profondément. Bonne fête au Daniel et c'est tout pour le prénom du jour. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Chers Bélier, vous avancez avec assurance et une opportunité pourrait se présenter dans votre travail ou vos projets personnels. Chers Taureaux, vous aurez besoin de stabilité et de calme. Une bonne nouvelle d'ordre matériel ou financier pourrait vous apporter un sentiment de sécurité. Natif du signe Gémeaux, la communication sera votre force aujourd'hui. Vous parviendrez facilement à exprimer vos idées et à résoudre un malentendu qui traînait. Amis Cancer, vous ressentirez le besoin de mettre de l'ordre dans votre esprit comme dans votre espace. Une discussion familiale pourrait vous apporter du réconfort. Chers Lions, vous ferez forte impression autour de vous.
Votre créativité et votre dynamisme attireront l'attention et pourraient vous valoir de beaux compliments. Chers amis vierges, vous serez organisés et efficaces. Une excellente journée pour planifier, réviser ou analyser avec précision. Votre sens du détail fera la différence. Natif du signe Balance, votre charme naturel opère. De nouvelles rencontres ou des échanges stimulants pourraient marquer votre journée. Belle harmonie dans vos relations. Chers Scorpions, votre intuition sera particulièrement fine. Vous pourriez percevoir des vérités ou des informations qui vous aideront à prendre une bonne décision. Amis Sagittaires, vous attaquez la journée avec énergie. Motivation et optimisme vous accompagnent et une proposition pourrait renforcer votre confiance. Chers amis Capricorne, vous serez concentrés et déterminés. C'est une journée idéale pour structurer vos objectifs et poser les bases d'une journée productive. Chers Verseaux, votre originalité sera votre meilleur atout. Une idée surprenante pourrait débloquer une situation et attirer la sympathie de votre entourage. Et pour finir, chers amis Poissons, vous serez à l'écoute de vos émotions. Inspiration et sensibilité seront au rendez-vous. Accordez-vous un moment pour vous ressourcer si nécessaire. Voilà qui clôture votre horoscope de ce vendredi matin. Restez avec nous pour la suite de votre programme. Le panel de discussion, Maurice Massouci, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Diane Kouagou. Bonjour, Kader. Merci d'être là. Quentin Komamoussou, bonjour. Bonjour à vous, Kader. Merci également d'être là. Bonjour à vous, Achille. Bonjour, Kader. Merci également d'être là. Morissette, première interrogation à vous. Est-ce que l'on doit épouser une personne qui nous aime ou la personne que nous aimons? Merci, Kader. Moi, je dirais que pour moi, l'idéal, c'est la réciprocité. Mais si je devais choisir entre une personne qui m'aime et une personne que j'aime, je vais prendre une personne que j'aime parce que je ne peux pas me permettre d'épouser quelqu'un que je n'aime pas. Je me sentirais coupable. Vous vous sentirez coupable. Diane Kouagou. Je dirais plutôt la même chose. Je choisirais la personne que j'aime. Tout juste parce que le mariage, c'est quelque chose de sacré. Et il faut choisir la personne qu'on aime pour pouvoir se sentir à l'aise dans son mariage. Quentin Moussou. Bon, je vais commencer par dire tout de suite que, seul l'amour ne suffit pas. Donc, je me dis, si l'amour seul ne suffit pas, ce n'est pas l'amour à sens unique qui va suffire. Je penche pour l'amour réciproque. Si vous aimez une personne et que vous décidez de l'épouser, eh bien, vous allez l'aimer, mais la souffrance sera là. Vous allez souffrir parce que au moment où vous aurez besoin de vous sentir aimé, vous n'allez pas avoir cette réciprocité-là. Vous allez tout faire, mais le monsieur en question ou alors la dame en question ne va pas se pencher de ce côté. Vous n'allez pas vous sentir en sécurité comme vous auriez aimé lui retransmettre ou alors lui transmettre cette sécurité-là. Je dirais plutôt qu'il faut de la compatibilité, sinon ça ne peut pas marcher. L'amour à sens unique, pour moi, ça n'a pas de sens. Je prends l'exemple d'une moto que vous conduisez. Lorsque le pneu avant ou arrière pète, sur le champ, vous n'allez pas trouver peut-être la nécessité, j'allais plutôt dire sur le champ, vous allez rouler, ça va continuer. Mais à la longue, avec un peu de distance, vous allez comprendre qu'il faut nécessairement que vous changez ce pneu-là. Mais si l'un des pneus pète et que vous continuez, il n'y a pas l'équilibre, vous avez forcément besoin de réparer, de changer, de réparer la panne pour que ça puisse rouler. Donc, réciprocité, dire à sens unique que j'aime ou qu'on m'aime en retour, je n'accepterai pas. Encore que si je suis en face de quelqu'un qui m'aime et que je n'aime pas, me connaissant, je vais me culpabiliser parce que je vais me dire, mais voilà, elle est en train de tout faire. Elle fait tout pour me garder, elle fait tout pour que ça marche. Mais moi, de mon côté, je ne peux pas le faire parce que l'amour là n'y est pas. Je ne ressens rien pour elle. Donc voilà un peu mon point de vue. Achille Renou. Oui, Kader, alors, la réciprocité, comme l'a dit déjà Quentin, Morissette et Diane, elle est très très importante parce que l'amour, c'est une communion et ça se partage, ça se vit à deux. Alors, quand on décide d'aller au mariage, par exemple, quand on va devant le maire, quand on va devant l'imam, quand on va devant le prêtre, tout ce que vous savez, alors,
lors des rites de consentement, on vous demande est-ce que vous aimez, est-ce que vous acceptez vous unir pour le meilleur et pour le pire. Alors, basé toujours sur l'amour, on répond oui. Quand on décide de répondre oui, c'est-à-dire dans le mariage, forcément, il y a ces moments-là où tout ne va pas bien, tout n'est pas rose, et il faut gérer, il faut voir comment on fait pour quand même rester en couple, pour quand même vivre votre amour. Donc, la réciprocité est vraiment très, très importante. La réciprocité, elle est vraiment très importante. Mais Maurice, c'est ma souci. Est-ce que parfois, on ne peut pas décider d'épouser une personne par défaut en épousant celle qui nous aime fortement et qui nous témoigne son amour? Bon, moi, personnellement, je préfère épouser la personne que j'aime. Parce que même si la personne m'aime et je ne l'aime pas, je vais juste le faire souffrir. Et il va m'énerver à tout moment. Bon, on dit le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Imagine, au cours du mariage, il y a des moments, il y a plus les moyens, rien ne va et tout. Et si je m'étais mariée avec une personne que je n'aime pas, dans ces cas, je ne peux pas rester. Il va m'énerver et m'irriter. Et vous irriter. Diane Kouagou, même question. Est-ce que lorsque vous êtes face à quelqu'un qui vous aime follement et dont l'amour reste quand même probant, est-ce qu'à ce niveau-là, vous passez au revers? Bon, je dirais, il faut s'aimer mutuellement. Quand c'est une personne qui aime, c'est un peu difficile. Parce qu'il aurait beau tout faire. Mais quand le côté adverse n'est pas vraiment patente, c'est compliqué. Et puis, je suis une femme, je sais ce que ça fait d'aimer quelqu'un et la personne ne vous aime pas en retour. Ça frustre, ça fait mal. Et puis, surtout quand on ne te calcule pas, c'est vraiment pas facile. Parce qu'il y aura des jours où tu auras envie de peut-être d'être affectionné et puis la personne n'est pas là. C'est vraiment compliqué. Mais moi, je dirais que chez la femme, quand c'est elle qui aime, peu importe ce que l'homme fera, elle va toujours garder de l'espoir qu'un jour, peut-être, il va m'aimer. Et ça permet au moins de se sentir à l'aise en soi. Ça permet de se sentir à l'aise en soi parce que c'est toi qui aimes. Même, il peut tout faire, tu es toujours là, tu gardes espoir et tout. Et ce que la femme veut, ça finit par arriver. Qui sait, peut-être un jour, il va finir par l'aimer. Quentin Amoussou, vous êtes face à une femme qui vous aime follement, dont l'amour n'est plus à démontrer. Est-ce qu'il faut l'oublier? Est-ce qu'il faut la mépriser parce que l'on ne l'aime pas? Je ne vais pas la mépriser, mais inconsciemment et involontairement, je la prendrai pour acquis. Et lorsque c'est le cas, je vais faire toutes les bêtises que je veux. Je ferai toutes les bêtises au dehors, ne sachant pas que... Vous allez l'épouser? Non, moi je ne vais pas l'épouser. Mais s'il arrivait que je me rends compte après que... Vous allez juste coucher avec elle? Non, pas ça non plus. Okay. Parce que figurez-vous, moi, il m'est déjà arrivé de couper les ponts dans une relation parce que tout ce qu'on m'offrait, c'était entre griffes le cesse. Je me suis dit, mais on ne partage aucune vision, on n'a pas des objectifs communs, on ne va pas dans le même sens. C'est comme si on est là, mais il n'y a pas réellement de connexion. Donc, il m'est arrivé de couper cette relation-là. Je me suis dit, à la longue, ça ne me servira à rien du tout. Alors, si je suis en face de quelqu'un qui m'aime profondément, comme je viens de le dire, je vais agir. Il y aura des actes que je vais poser, des pas que je vais poser et qui la fait souffrir sans que moi-même je ne m'en rende compte. Parce que tout de suite, je ne suis pas dans la même dimension qu'elle. C'est un peu comme si enfin, elle est dans une autre chambre, je suis dans une autre. Et je ne sais pas exactement ce qui se passe ici. Mais moi, de l'autre côté, je tente à agir, à l'amener, à se sentir épanouir, mais je n'arriverai pas. Parce que je ne suis pas là, je ne suis pas dans le même cocon qu'elle, donc je ne peux pas comprendre exactement. C'est, je dirais, l'opinion que je partage. Achille Renaud, même question à tous les autres, comme les autres. Est-ce que vous, lorsque vous êtes face à une femme qui vous aime follement, ou bien vous avez une sœur qui a un homme qui l'aime follement, est-ce qu'il faut ne pas se marier parce qu'on n'aime pas la personne? Là, je rejoins toujours Quentin. Les deux parties doivent s'investir, sinon ça ne marchera pas. Vous voyez, prenons par exemple quelqu'un qui a deux femmes, par exemple, et doit aimer les deux à la fois. Et souvent, généralement, on constate que ce dernier aime forcément une
plus que l'autre, forcément. Et quand ça commence comme ça, les frustrations commencent et la jalousie commence. Et petit à petit, la famille commence à être détruite. Et tu vas voir, forcément, quand tu aimes une femme, tu lui fais des cadeaux, tu es attentionné, tout et tout. Mais quand tu as des femmes, c'est pas toujours le même cas. Et quand vous avez déjà été confronté à ça une fois? Non, bon, c'est des histoires. En tout cas, à deux copines. Il est jeune, il a sûrement déjà tenté. Pas vraiment, non, ça c'est fou. Alors, donc, quand, dans ce cas de figure, de l'autre côté, quand on voit que je suis ta femme également, mais quand tu fais des cadeaux à l'autre, quand tu lui offres des pailles, des bijoux, tout ce que vous savez, et moi je n'ai rien, ou c'est de temps en temps, on me glisse peut-être 10 000, on me glisse peut-être 1000 francs, là je suis frustré, et c'est là, vous voyez, et on va consulter, ces femmes vont consulter des trucs, vont faire des trucs qu'il ne faut pas faire. Et la famille commence par être détruite. Voilà. Elle commence par être détruite. Dernier tour de parole. Maurice, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut apprendre à aimer quelqu'un? Oui, on peut apprendre à aimer quelqu'un, mais ça dépend. C'est si cette personne de base, cette personne te plaît. Mais si de base, la personne ne te dit rien, absolument rien, je ne pense pas qu'on peut l'aimer. Est-ce que l'amour de quelqu'un ne peut pas vous amener à apprendre à l'aimer, Diane? Si. Et on peut apprendre à aimer quelqu'un quand la personne a de l'affection. En tout cas, il fait tout son possible pour que tu puisses l'aimer ou bien je puisse, genre, que l'amour soit vice-versa. Ça arrive juste parce que il peut faire des trucs, je sais pas. Genre, quelqu'un qui est là pour te protéger, quand tu as besoin de quelque chose, tu es là un jour et puis tu vois que tes sentiments ont changé et tu commences pas à l'aimer bizarrement, alors qu'au début, il n'y avait aucun amour, rien, même affection, le voix t'énervait et tout. Mais ça arrive. Ça arrive. Il fait bien les choses, l'amour peut venir. Quentin Moussou, est-ce que vous pouvez apprendre à aimer quelqu'un? Oui, je vais le faire, je vais m'évertuer à le faire, mais je ne le ferai pas dans le mariage. Je le ferai hors mariage. Hors mariage? Oui. Hors mariage parce que si je dois le faire dans le mariage, c'est-à-dire que toutes les erreurs que je dois commettre hors mariage, je vais les commettre dans le mariage. Et au moment où vous allez vous attendre, au moment où vous venez au point de chute, vous savez que bon voilà, j'ai fini par l'aimer, on va pouvoir faire les choses en bien. C'est peut-être en ce moment-là qu'elle décide de ne plus vous aimer parce qu'elle a tellement donné qu'à ce stade, elle ne peut plus faire un pas de plus. Donc, elle décide de rester là, de stagner et de vous quitter. Donc, c'est comme ça pour moi. C'est comme ça pour vous. Achille Renaud, pour conclure. Oui, oui, c'est possible que j'aime, que j'arrive à aimer cette personne-là qui m'aime, c'est possible. Je prends par exemple une période où tout ne va pas dans ma vie, rien ne va dans ma vie peut-être, et cette dernière a manifesté son amour il y a bien longtemps par exemple. Mais bon, moi je ne m'ouvrais pas à cela, je ne me prêtais pas à son jeu. Mais bon, finalement, peut-être parce que je suis dans une situation, elle a posé des gestes, elle a eu des comportements que vraiment j'ai apprécié. Et voilà, bon, je me laisse aller. Peut-être l'amour naît comme ça. Voilà. L'amour naît comme ça. Chers amis internautes, je vais conclure par mes impressions, comme d'habitude d'ailleurs. J'allais vous dire qu'il n'y a pas plus beau sentiment que l'on perçoit que l'amour. Et lorsqu'on l'on se sent aimé, il ne faut pas négliger ce comportement de quelqu'un. C'est-à-dire que l'amour se manifeste à travers des comportements. On peut même parler de pathologie comportementale. Vous savez, se sentir aimé, c'est se sentir en sécurité. Parce qu'une personne qui vous aime ne vous fait jamais du mal. Une personne qui nous aime, parfois, peut peut-être mal agir, mais jamais de façon consciente et sciente, elle puisse agir contre notre gré, contre notre bonheur qu'elle a connaissance. Et donc, lorsqu'on est face à une personne qui nous aime avec folie, une personne qui nous aime et dont l'amour est une chose perceptible, la seule chose à faire, c'est que réfléchir
et voir si la possibilité est possible, pardonnez le pléonasme ou la tautologie, si la possibilité est possible d'aimer ou d'apprendre à aimer cette personne. Parce que mieux vaut avoir l'assurance d'être aimé que d'avoir l'illusion d'être aimé. Et donc, je conclurai en disant également que l'amour, comme je disais à l'entame, est un très beau sentiment qui nous amène à nous sentir autrement à travers une autre personne qui n'est pas peut-être un parent, qui n'est peut-être pas un frère, mais qui a vocation de même au péril de sa vie sauver la nôtre. Et donc, lorsque l'on veut se mettre en mariage, il est impérieux d'éprouver l'amour de notre partenaire pour savoir est-ce qu'elle nous aime, est-ce qu'il nous aime véritablement, est-ce que au-delà des mots, au-delà des actes, des gestes qui sont effectués, est-ce que la sincérité du cœur y est? Parce que avec le temps, des choses s'effritent. Et donc, si le cœur est sincère et que tout est vrai, alors à un moment donné, s'il n'y a pas mieux dans notre entourage, pourquoi ne pas apprendre à aimer une personne? Puisqu'il s'agit d'un être humain, et donc il suffit juste de réajuster un peu les sentiments et on va se retrouver à aimer peut-être cette personne. Et qui sait, tout ce qui se passe dans cette vie n'est pas forcément anodin, c'est forcément une consécration ou, j'allais dire, une alerte providentielle. Chers amis internautes, on poursuit Free Matin ce matin. À présent, on passe au débat matinal avec lequel je vais recevoir pour vous le président du FONAC et le secrétaire général du HCPC. Le débat matinal en cette année 2025, alors que le monde chancelle encore sous le poids des vulnérabilités institutionnelles et des fractures sociales, la journée internationale de lutte contre la corruption s'impose comme un rappel solennel. Aucune nation ne peut prétendre à la grandeur si elle tolère la déchéance morale dans le rouage de son État. Il y a 24 ans, le 21 décembre 2001, la CEDEAO scellait à Dakar le premier serment régional contre la corruption. Il y a 22 ans, soit le 11 juillet 2003, l'Union africaine affirmait à Maputo l'exigence d'une gouvernance purifiée. Et le 31 octobre 2003, la communauté internationale tout entière réunie à Mérida consacrait le plus vaste pacte de probité jamais adopté. Ces engagements n'étaient pas des signatures diplomatiques, ils étaient des promesses faites aux générations futures. Car la corruption n'est pas un simple délit, elle est une blessure infligée à la dignité des peuples, un poison qui ronge la confiance, un fléau qui transforme la République en tribu des intérêts privés. Et voilà que le thème de cette année appelle à s'unir avec la jeunesse. Invitation sublime, mais aussi interpellation redoutable. Comment transmettre un héritage d'intégrité à ceux qui n'ont connu que la précarité, les illusions trahies et les promesses ajournées? Comment forger les consciences de demain si les institutions d'aujourd'hui ne se réforment pas avec rigueur, humilité et exemplarité? Pour en parler en toute clarté, je reçois pour vous, chers amis internautes, Jean-Baptiste Elias. Il est défenseur des droits humains et acteur de la société civile. Il est le président du Front des organisations nationales contre la corruption FONAC. Il sera face à Olivier Charles Atindeou, enseignant-chercheur, juriste politologue, expert en stratégie de politique publique internationale en sécurité-défense. Il est l'actuel secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Jean-Baptiste Elias, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Merci beaucoup de m'avoir invité pour donner quelques informations aux internautes et ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci également à Olivier Charles Atindeou. Merci d'être dans nos studios ce matin. Monsieur Charo, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé, vous le savez. Merci. Alors, je vais commencer par vous, Jean-Baptiste Elias. Alors, que signifie ou que symbolise la Journée internationale de lutte contre la corruption? La corruption est vieille comme le monde, comme on le dit souvent. Et ça fait des ravages dans tous les domaines de la vie publique et même privée. Les États ont, à divers niveaux, pris les dispositions pour faire face à ce fléau. Vous l'avez si bien dit dans votre introduction, au niveau de notre sous-région ouest africaine, la CEDEAO en 2001 a pris donc le protocole
pour lutter contre la corruption. Les 15 États à l'époque, il y a 15, maintenant il y a 12. Ensuite, au niveau de l'Union africaine, les 55 États ont pris la disposition de voter la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption 2003 à Maputo. Puis, le monde entier s'en est ému de ce qui se passe en matière de corruption et a pris donc ce que nous appelons la Convention de Mérida, 31 octobre 2003 au Mexique, Convention des Nations Unies contre la corruption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, 1, les dirigeants de nos États ont compris qu'il faut faire quelque chose pour qu'à défaut de cesser, la corruption puisse diminuer sensiblement. Et de ce point de vue, des journées ont été mises en place, des thèmes sont choisis chaque année. Il en est de même pour l'Afrique, il en est de même pour les Nations Unies, et c'est pour permettre à ce que les citoyens du monde entier puissent réfléchir à ce qu'il faudrait faire pour qu'à défaut de cesser, la corruption puisse diminuer sensiblement. La journée du 9 décembre de chaque année est consacrée par les Nations Unies comme journée internationale de lutte contre la corruption. Et le thème sera développé tout au long de l'année jusqu'au 8 décembre de l'année prochaine. Voilà ce que je peux dire très rapidement sur ce que vous avez posé comme question. Olivier Charles Atindeou, 24 ans après le protocole de la CEDEAO contre la corruption signé le 21 décembre à Dakar, peut-on affirmer que les États ouest-africains ont été fidèles à leurs engagements? Fidèles, bon, si on regarde la volonté ou le volontarisme politique d'appliquer les différentes conventions ou protocoles, puisque vous parlez de la CEDEAO, c'est un protocole. Mais fidèles, à mon sens, je vais dire que les résultats sont mitigés. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Ce ne sont pas les textes qui font le changement de mentalité nécessaire à la réduction ou à l'élimination de la corruption. L'aîné disait tout à l'heure qu'il a rappelé un certain nombre de choses. Dans la chronologie, ce qui peut nous intéresser, c'est, mais depuis 2001, depuis 2003, depuis 2004, nous sommes en 2025. Quel est le bilan qu'on pose? Secteur par secteur. Donc oui, les textes sont nécessaires parce que, bon, on parle de célébration de la journée internationale par exemple. Ça permet de dire que nous devons encore inventer des choses dans le cadre de la sensibilisation. Ça permet de dire que nous devons nous asseoir et collectivement réfléchir à de nouvelles stratégies. Mais ça permet aussi de dire, mais écoutez, on ne sommes pas à mi-parcours parce qu'il a dit tout à l'heure, la corruption c'est bien vieux. La première loi anticorruption date de 59 avant Jésus-Christ. Bon, juridiquement, hein, date de 59. 59 avant Jésus-Christ, nous sommes en 2025. Je pense que l'humain n'a pas encore changé, c'est la nature humaine. Donc les textes ne viennent pas changer la nature humaine. Les textes peuvent conduire l'humain à s'abstenir d'eux. C'est différent. On va rentrer dans les détails tout à l'heure. Et justement, pour aller dans les détails, Jean-Baptiste Elias, vous avez dit tout à l'heure que l'initiative était de faire reculer la corruption. Est-ce que plus de 2 décennies après, est-ce que ce mal-là a régressé? Malheureusement, pas encore, comme on l'aurait souhaité. Parce que, en prenant les tests qui ont été votés par les différents groupes ouest-africains, africains et mondiaux, on peut se poser la question de savoir combien d'États ont réellement ratifié ces tests et quand est-ce que ces tests sont rentrés en vigueur. 2001, tout à l'heure, on a dit, concernant la CEDEAO. Mais le test est rentré en vigueur seulement en 2018, soit plus de 17 ans après son adoption. Donc il y a un problème. Dans le même temps, les États de l'Afrique de l'Ouest qui devraient pouvoir s'occuper de leur protocole ont presque tous ratifié la Convention des Nations Unies qui est sortie 2 ans après leur protocole. Il y a également problème. Et de ce point de vue, l'élément important pour qu'on puisse savoir si oui ou non les choses doivent régresser, doivent progresser, doivent aller dans le bon sens, c'est d'abord et avant tout la volonté politique. Ensuite, le fait de donner le bon exemple pour permettre à ce que tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité dans l'État puissent bien conduire la responsabilité qui leur incombe afin qu'à défaut de cesser, la corruption puisse diminuer sensiblement.
Si on n'a pas la volonté politique affirmée, si on n'a pas l'exemplarité des responsables au sommet de l'État, depuis le président de la République, les ministres, les présidents d'institutions, les directeurs généraux, et qu'on veut demander à ce que la corruption puisse diminuer, ce sera difficile. Voilà ce que je peux répondre à votre question. Olivier et Charles Atindéo, tout à l'heure vous avez évoqué quand même un fait probant, la nature humaine. Et vous avez expliqué un peu que quelle que soit l'architecture juridique en place, la nature humaine reste quand même résistance. Pourquoi cette résistance selon vous? Écoutez, si je veux rentrer dans une conception eschatologique de la chose, donc je vais simplifier, on parle de religion, on parle de morale, parce qu'il faut rappeler ce qu'est la corruption. La corruption, c'est une déviance à la vertu et de la vertu. C'est une infraction à la probité. Donc, lorsqu'on regarde la nature humaine, il y a deux facettes, la grandeur et la bassesse. À quel moment l'individu choisit de prendre le chemin de la morale, de la vertu et de servir sa communauté? À quel moment l'individu choisit de prendre la morale ou la vertu, d'en faire quelque chose de personnel contre l'intérêt public? Ça existe aussi, hein. Tous les corrompus, les corrupteurs, ce ne sont pas des gens qui brisent la vertu. Simplement qu'ils décident d'incliner, de choisir cette vertu-là et d'en faire quelque chose de personnel. Pour répondre à votre question directement, je ne pense pas, sincèrement, que nous allons changer avec la religion, avec la méditation, la nature humaine. Chaque nature humaine doit s'approprier le changement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne peut rien, disait André Gide, ne peut rien pour le bonheur de truc que celui qui n'est pas heureux lui-même. Qu'est-ce que vous vous procurez à vous pour que votre communauté puisse en bénéficier? C'est la question principale. Qu'est-ce que le dirigeant se donne à lui-même pour que le peuple puisse en bénéficier? On dit souvent qu'on ne peut pas confier. En plus, c'est une question qui reste d'actualité. Peut-on confier les caisses de ce qui nous appartient à nous tous, le pot commun, peut-on confier à une personne rassasiée ou une personne affamée? Si nous arrivons à trancher, nous pouvons voir où se situe véritablement cette nature humaine-là, aujourd'hui. Jean-Baptiste Elias, dans votre intervention précédente, vous avez évoqué quand même deux facteurs majeurs, la volonté politique et l'exemplarité. Est-ce que lorsque vous scrutez, regardez votre parcours quand même salutaire et emblématique, est-ce que lorsque vous scrutez un peu la sous-région, est-ce que la volonté politique y est? Est-ce que l'exemplarité y est? Et même au niveau local, durant plus de 2 décennies, est-ce que la volonté politique y est? Est-ce que l'exemplarité a suivi? La première chose à dire, c'est que la plupart des États qui ont signé les conventions et les protocoles dont j'ai parlé tout à l'heure ont, d'une manière ou d'une autre, affirmé une volonté politique de façade. Je pèse bien mes mots. Volonté politique de façade. Cette volonté politique, dans tous les États, n'a pas été suivie de l'exemplarité. Oui. Faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je fais. Autrement dit, on signale qu'il faudrait lutter efficacement contre la corruption. La corruption est un élément important, leitmotiv, n'est-ce pas, de ma politique, mais dans le comportement de beaucoup de pays, hélas, les responsables n'ont pas donné l'exemple qu'il faut. Si bien que les agents d'exécution, compte tenu, n'est-ce pas, de l'éthique, de la morale et de ce que c'est que l'être humain, se disent, mais si le patron lui-même fait comme ça, pourquoi pas moi? On dit, mais si tu fais, tu auras des problèmes au niveau pénal. Il dit, mais les prisons ne sont pas faites pour les animaux. Donc, j'irai là-bas, peut-être, et puis je vais bénéficier du temps qu'il faut, je vais sortir, et je vais profiter de ce que j'aurai engrangé comme élément de corruption. C'est pourquoi beaucoup, hélas, prennent maintenant l'unité de corruption comme des milliards et non plus comme des millions. Nous avons l'habitude de dire, nous, que l'unité de corruption aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire et dans les pays africains, c'est le yard, milliard, milliard. Ce n'est plus million, c'est pas le nion, c'est pas le nion.
Parce qu'il sait que si on le prend, ben, il fera le temps prévu par les tests pour être en prison, et à sa sortie, ben, il a mis la danger quelque part où ça va fructifier, et puis il va s'en servir pour lui et pour la famille. Est-ce à dire, avant de revenir vers Olivier Charles Latidéo, est-ce à dire que les textes qui sont censés quand même avoir un caractère, une posture répressive, est-ce à dire que ces textes-là n'effraient pas véritablement les citoyens? Il y en a d'autres qui prennent le risque de dire, ben, je m'en vais, si on ne me trouve, on ne me prend pas, tant pis. Si on me prend, ben ok, je ferai le temps qu'il faut, puisque les tests sont prévus. La durée, quel que soit le montant que vous avez pris, il y a un montant, il y a une durée que vous devez faire, pas plus. Et donc on se dit, mais si je fais cette durée-là, avec la possibilité des remises de peine, avec la possibilité de grâce présidentielle et tout, j'aurai le temps de sortir. Peut-être que j'irai profiter de ce que j'aurais pris entre-temps, parce que les gens auraient oublié, bon, tout ce que j'ai fait. Voilà pourquoi c'est comme ça. Olivier Charles Latidéo, commentaire sur cet argumentaire? Bon, le collègue, il a raison. Ce que moi, je voudrais pas nuancer, compléter, je l'ai dit tantôt, ne comptez pas sur les textes pour faire le comportement humain. Ce n'est pas possible. Ce dont nous parlons, vais-je dire que c'est une cuisine collective. Et là, je vais m'expliquer. Quand on parle de texte, juridiquement, il y a 3 volets. En fait, 2 volets, mais 3. Je vais rajouter un 3e volet, je vais m'expliquer. Il y a le côté préemptif, le côté préventif et le côté répressif qui rejoint le côté préemptif. Et là, je reviens maintenant sur le côté préemptif. Le côté préemptif, c'est quoi? On dit, tu ne tueras point. Donc, le code pénal va mettre tout un arsenal en place pour prévoir les sanctions, et ainsi de suite, comment rétablir l'humain qui a fauté. Parce que la prison, ce n'est pas pour détruire l'humain. Il doit payer, il paye, il doit revenir dans la société pour faire corps. Le côté préemptif. Mais est-ce que les textes ont empêché des gens, excusez-moi, de foutre la zizanie dans notre pays? Ou de tenter de foutre la zizanie dans un pays? Non. Donc le côté préemptif, on voit l'échec. Le côté préemptif. Le côté préventif, c'est empêcher la survenance de quelque chose qu'on connaît suffisamment. C'est écrit, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Le collègue le sait. Mais pour empêcher la survenance, ça veut dire que l'homme est déjà meilleur pour s'abstenir d'aller à l'acte. Les dirigeants dont on parle, sont-ils meilleurs que vous et moi pour s'abstenir de passer à l'acte? Voilà une question à laquelle nous pouvons répondre. Peut-être pas aujourd'hui, mais au cours de notre débat. Maintenant, le côté répressif qui revient au côté préventif. Mais je suis désolé, il faut être ferme. Il faut être ferme. Il faut avoir le courage de foutre gnouf et de raser totalement les biens mal acquis. Raser, c'est quoi? Mais raser pour faire revenir dans les caisses de l'État, hein, j'entends. Hein. C'est-à-dire, nous allons déposséder l'individu qui a tenté de déposséder l'État. Ou sa société, parce qu'il n'y a pas que l'État, il y a le secteur privé aussi. Nous devons aujourd'hui, puisqu'on pose la question sur l'efficacité, sur de l'application des textes, nous devons aujourd'hui tendre, choisir ce chemin-là. Le tout répressif ne résout pas tout. Non, non, non. Le tout conventionnel ne résout pas tout. Mais nous devons trouver l'alchimie entre ce préventif-là et ce préemptif, donc répressif. Alors, Jean-Baptiste Elias, quelle est votre analyse sur l'efficacité de la lutte contre la corruption au Bénin durant plus de 2 décennies? D'abord, il faudrait que nous puissions faire savoir que depuis le 1er août 1960, date de l'indépendance du Bénin, tous les dirigeants de ce pays ont toujours essayé de faire quelque chose pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Vous prenez l'exemple en 1964, par exemple, avec le président Oumadegbe, qui a bien dit qu'il faudrait faire en sorte que la lutte contre la corruption soit une priorité. Le gouvernement qu'il a dirigé a fait ce qu'il a pu. Je viens à la Révolution en 1972. Le chef de l'État, commandant à l'époque, n'est-ce pas, qui a pris le pouvoir, je gagne 15 francs par mois. C'est ma solde, elle me suffit. Mais les dirigeants qui étaient là au moment où le coup a eu lieu, gagnaient chacun 25 francs, dit-il, qu'à partir du 26 octobre 1972, les 75 francs resteront dans les caisses de l'État, c'est la révolution. La lutte contre la corruption a fait l'objet
d'un certain nombre de comportements qui a eu lieu pendant cette durée-là. Des gens étaient pris pour 200 francs de rançonnement au niveau des voies, on les a radiés de la fonction publique. Mais on pensait qu'en faisant comme cela, les choses allaient bien se passer, que tout le monde prendra peur pour éviter de mettre la main dans les deniers publics, et pourtant, malheureusement, c'est arrivé. En 1990, le président Soglo, je vais faire rendre gorge aux pilleurs de l'économie. Ensuite, le chef de l'État, Mathieu Kérékou, est revenu. Il a mis en place la cellule de moralisation de la vie publique. Ensuite, le président Yahi Boni est arrivé. Il a fait même la marche contre la corruption. Autrement dit, tous ceux-là, d'un moment à l'autre, ont pris quand même des engagements pour dire qu'il faudrait faire en sorte que la corruption puisse diminuer. Mais aujourd'hui, le président Patrice Talon est arrivé. Il a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'il en est? Malheureusement, on constate encore, hélas, des cas de corruption, soit parce qu'on a fini par dénicher quelques-uns, soit parce que d'autres sont encore dans l'oubli, ou alors dans le silence qu'on ne connaît pas encore. Mais ce qui est certain, c'est que quand on regarde l'indice de perception de la corruption de Transparency International chaque année, on se rend compte que la plupart des pays africains, les 54 là ou les 55 là, n'ont pas souvent la moyenne prévue par l'indice, à savoir 50 points sur 100. Il n'y a que 5 ou 4 qui ont eu la moyenne. Mais que va-t-on faire pour que les autres États puissent engranger la marche vers cette réalité et que nous puissions vraiment faire reculer la corruption? Voilà la question à laquelle nous devons tous essayer de répondre. Olivier Charlatino, comment s'explique que ces pays ou nos pays africains, pour la plupart, n'ont pas la moyenne? Oui, justement. Et là, peut-être que je vais... Bon, j'ai assumé ma position à Vienne, hein, quand on se voit là-bas pour discuter un peu. En tant qu'universitaire, je suis foncièrement contre l'indice de perception de Transparency International. Parce que ça ne veut absolument rien dire. Déjà, quand j'enseignais la macroéconomie, je disais à mes étudiants que, attention, les chiffres mathématiques n'expriment point l'économie réelle. Faites très attention. Donc, la perception dont vous parlez est fondée sur un socle d'agrégats. Mais je suis désolé. Bon, je ne vais pas faire la phénoménologie de l'esprit ici, hein, de Merleau-Ponty, mais pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde l'architecture et l'évolution de cette architecture du Bénin, de 2016 à 2024, je vais m'arrêter là, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? Je dis bien, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? Ou qu'est-ce qu'on s'est demandé nous-mêmes qu'on n'a pas pu faire? Nous avons fait évoluer beaucoup de textes, il y a eu beaucoup de relectures. Nous avons engrangé des résultats en interne. Mais pourquoi ces résultats en interne ne sont pas comptabilisés dans cette perception-là? Je prends des pays, bon, je ne vais pas citer quand je l'ai fait la dernière fois, on m'a dit non, mais arrête de faire ça, c'est pas gentil. Il y a des pays qui sont voisins. Pas voisins tout de suite, mais voisins juste deux pays après. Qui ont pondu, veuillez m'excuser pour le terme, qui ont pondu des textes législatifs en guise de vernis. Je vais reprendre, je vais dire, l'historicité que vient de dresser mon collègue concernant le Bénin, partant de Roland Degbe jusqu'au président Patrice Talon. Nous avions eu des numéros de claquettes dans le véritable combat tendant à lutter contre la corruption. Nous avions eu, et là j'assume mes propos, nous avions eu des numéros de claquettes. Lorsqu'on fait du bruit avec des bots, ça ne veut pas dire qu'on marche bien. Non, ce sont les bots qui font du bruit. Et nous avons commencé à obtenir ce qu'on pourrait appeler une belle mise en scène de la réalité tendant à la prévention de la corruption. À quel moment? L'avènement de la criette. Dites à un enfant aujourd'hui, en vous amusant, criette, il prend peur. Tout à l'heure, le collègue a sorti quelque chose qui m'intéresse. Les Chinois disent que, eux, leur politique, bon, vous savez ce qui s'est passé il y a quelques jours, les Chinois disent que leur politique, c'est de faire peur à ceux-là qui seraient intéressés par la corruption. Koweït, les pays du Golfe, tout le monde suit. Ça veut dire que lorsqu'il faut taper, quitte à arracher une tête,
On tape, on arrache une tête. Comme ça, les autres derrière, ils voient qu'on a arraché une tête. Parce que l'esprit humain fonctionne avec des principes. Le principe de cohésion, le principe de réciprocité, le principe d'attraction et de répulsion. Quand vous prenez un dirigeant susceptible de donner l'exemple, mais qui a fauté, vous prenez sa tête, les autres dirigeants vont réfléchir avant d'essayer de fauter. Je pense qu'au-delà du texte, au-delà de nos débats, c'est pour moi le cœur de notre problématique. Qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'on fait des émissions depuis... Le collègue il a fait des émissions depuis des années. Il parle, mais qu'est-ce qui a changé? Quand on dit, ah, Jean-Baptiste Elias, oh, bon, il présente des dossiers, il parle bien, il explique bien, mais le comportement des gens, quel est l'impact de son engagement dans le comportement, dans le changement de mentalité? C'est ce qu'il faut mesurer. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour aboutir à ça? Oui, il a touché quelque chose de très important, le volontarisme politique. Mais le volontarisme politique ne suffit pas pour couvrir tout un territoire. Ça peut suffire pour, vous allez encore m'excuser pour le terme, ça peut suffire pour castrer quelques-uns susceptibles de dévier. Chose concrète, lorsque vous posez des réformes, et je posais la question, est-ce qu'aujourd'hui nous avons des magistrats spécialisés dans la lutte contre la corruption au Bénin? Est-ce que nous en avons? Non. Spécialistes, hein, je dis spécialistes dans la lutte contre la corruption. C'est leur job, ils ont appris ça. Ils connaissent les rouages, les failles, les techniques d'enquête, d'investigation, comment coincer, comment suivre. On sait qu'on a l'information, on sait que, ah tiens, cette dame, ce monsieur, mais on suit pendant 2 ans. Est-ce qu'on a ça? Donc, ce n'est pas l'indice qui fait la lutte. Moi, je le dis clairement. Au Bénin, nous avons eu, il a rappelé, nous avons eu une nette évolution. On peut encore nous améliorer pour le devenir de notre pays. Nous pouvons encore nous améliorer. Jean-Baptiste Elias. Pour l'instant, le monde entier n'a que l'indice. Et tout le monde s'en sert pour le moment. Est-ce qu'il y a autre chose pour le moment qui pourrait permettre de mesurer, comme il a dit, la situation? On n'a pas encore. 180 pays sont évalués chaque année dans ce registre-là, et beaucoup d'investisseurs, beaucoup de dirigeants dans le monde entier tiennent compte de ce résultat-là pour agir d'un pays à l'autre. Je suis d'accord avec lui au cas où il y aurait peut-être quelque chose d'autre qui pourrait permettre à ce que la situation soit mieux appréciée par rapport à ce qui se fait actuellement. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il a donné des exemples qu'il faudrait prendre à bras le corps les dirigeants pour l'exemplarité au cas où ils ne seraient pas exemplaires, qu'on puisse vraiment sévir jusqu'à peut-être enlever les têtes. Je vais vous donner un exemple. Oui. Nous prenons certains pays, je ne vais pas les citer pour éviter, n'est-ce pas, des problèmes diplomatiques, où le trafic de drogue est puni d'une peine capitale. On vous prend, on vous tue. Pendant que j'étais aux affaires au niveau du Conseil de l'Union africaine contre la corruption, les 54 États, j'ai parcouru un certain nombre de pays asiatiques, un pays de l'Extrême-Orient, où des ressortissants africains sont dans les couloirs de la mort pour avoir fait trafic de drogue. J'ai interrogé certains dans d'autres pays. Pourquoi tu as fait ça? Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Je sais bien qu'en le faisant, et si on me prend, on va me tuer. Mais bon, je me suis dit, je prends le risque. Si on ne me prend pas, je sais ce que je vais gagner. Et c'est justement ce tapas du gain-là qui les a poussés à faire. Ça veut dire quoi? Même dans les pays où on prend les gens pour les tuer, pour faire de corruption, ça continue. Je ne vais pas citer un pays que je connais très bien, où effectivement, comme il a dit, tout à l'heure il a cité le pays là, où effectivement on vous tranche la tête. Mais dans ce pays où nous avons mis en place l'Agence internationale de lutte contre la corruption, en 2016, j'étais là-bas. Non, quand j'ai dit en 2006, j'étais là-bas. Je suis membre fondateur, n'est-ce pas, de cette institution-là. Mais dans ce pays, on a plusieurs fois tué des gens pour avoir fait la corruption, mais la corruption continue à ce jour. Comme il a si bien dit, l'éthique, la morale, la vertu, le changement positif de comportement constituent des éléments importants pour réussir la lutte contre la corruption. Tant qu'on n'aurait pas inculqué à nos enfants, à nos jeunes, à nos parents,
qu'il faudrait avoir peur de toucher aux biens publics, qu'il faudrait avoir la vertu de ne pas aller dans le sens de la corruption. Tant que cette mentalité-là ne serait pas changée, hélas, nous aurons toujours des problèmes de corruption dans le pays. Nous aurons toujours des problèmes de corruption dans notre pays. Une question très rapidement, où en sommes-nous aujourd'hui dans la lutte contre la corruption au Bénin? Ben, s'il y a une phrase qu'on peut dire tout simplement pour avancer, le Bénin peut mieux faire. Le Bénin peut mieux faire? Voilà, le Bénin peut mieux faire parce que aujourd'hui, nous n'avons pas une évaluation de la lutte contre la corruption spécifiquement au Bénin. Comme il a dit, l'indice de perception, bon, il y met un bémol, c'est son droit, mais il n'y a que ça pour l'instant. En janvier 2026, l'indice va sortir encore. Et on va voir le classement de chaque pays. Le dernier classement a mis le Bénin avec 43 points sur 100. Souhaitons que le prochain résultat d'indice donnerait plus de notes au Bénin. C'est en ce moment-là que nous pourrons faire. Parce qu'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, peut-être qu'au niveau du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, ils ont des évaluations pour permettre de dire où en sommes-nous. Mais nous attendons que ça pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Je rappelle au passage que le Fonds monétaire international a fait un diagnostic au Bénin sur plusieurs choses, dont la corruption. De janvier à septembre 2022, le FMI est venu faire un travail ici, a publié un rapport en février 2023 en faisant des recommandations sur le sujet. Est-ce que ces recommandations ont été prises en compte? Est-ce qu'on les a tous mis en branle? Je suis incapable de le dire. Lui qui est au niveau du Haut Commissariat, peut-être qu'il donnera la réponse à cela. Justement, Olivier Charles Latindéou, vous êtes le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Ma question, c'est de savoir, aujourd'hui au Bénin, quelles sont les dispositions prises par l'État, qui est d'une continuité d'ailleurs, pour que ce mal regresse véritablement? Aujourd'hui, au Bénin, nous ne disposons pas d'une étude profonde, systémique du fléau. Ça n'existe pas. Il ne faut pas mentir, moi je ne suis pas dedans. Ça n'existe pas. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Nous avons le budget qu'il faut pour aller à la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption. Mais avant d'obtenir ou avant d'élaborer une stratégie, il faut savoir pourquoi nous voulons mettre en place une stratégie. Savoir pourquoi, là je reviens à l'étude, à ce dont nous parlons, le diagnostic. Quel est le tableau? Nous n'avons pas ce tableau-là. Et pour faire ce tableau, les autres qui l'ont réalisé, ils l'ont fait en 18 mois. Ça, c'est quand on le fait vite. Parce qu'il faut analyser tous les secteurs, les sous-secteurs, à la fois de l'administration et du secteur privé. Ça demande à la fois de l'argent. On a cet argent maintenant pour faire ce job. Et ça demande, pas seulement de l'argent, mais ça demande de la compétence. Parce que souvent, les gens, ils font appel à des cabinets pour les études. Et puis, c'est juste un petit vernis. Voilà, le vernis super cher, mais sur un ongle pourri. On n'en a pas besoin. Les autres l'ont fait pour, entre guillemets, avoir quelques petits points tendant à valoriser leurs efforts dans le classement de Transparency International. Mais nous, on n'en veut plus au Bénin. Il faut prendre le temps d'aller à verticalité et à horizontalité. Là, je m'explique. C'est très important. La verticalité dont nous parlons, nous avons un territoire qui est bien long. Ce n'est pas une image. Hein. Ça veut dire que nous devons connaître l'ensemble des systèmes, sous-systèmes, si possible même des ramifications susceptibles de conduire l'individu dans sa culture, dans ses rapports au quotidien, dans la mise en scène du quotidien, de le conduire à l'infraction, à la probité. Ça, c'est important. Voilà la verticalité. L'horizontalité, c'est comment la chose se déroule. Comment ça se passe? Est-ce que c'est le petit policier qui dit « Oh, bon, de finir, Wafi, moi ». Est-ce que c'est ça que nous devons corriger? Ou c'est autre chose? Vous voyez? Et là, il nous faut, soyons sérieux, si on veut réussir ça, très sérieusement, il va nous falloir 20 mois. 20 mois parce que il y a l'Instat à mobiliser, il y a des personnes aux ressources à mobiliser, il y a un atelier préparatoire à faire, et puis il y a ce qu'on appelle dans notre jargon la méthodologie qu'il faut fixer. Et puis comment, par exemple, les questionnaires qu'on va envoyer aux agents de la fonction publique, comment on va les goupiller, ce que sont des questions ouvertes, questions fermées. Enfin, je laisse les choses techniques, c'est pour dire qu'il faut prendre le temps, enfin, de faire ce job pour connaître
dans nos potentialités je n'aime pas trop le mot ethno, bref, dans nos potentialités culturelles, qu'est-ce que nous, Béninois, nous pouvons mettre en place en interne pour, pas avec démagogie éliminer tout de suite, mais pour réduire les risques. C'est d'abord ça qu'il faut faire, c'est réduire les risques. Quelles sont les personnes, les secteurs vulnérables? Nous devons nous dire la vérité. Pas juste un point à fixer sur, allez, par exemple, nos amis de la police ou nos amis de la douane ou nos amis. Non, il faut arrêter cela. Il faut, comme on dit, mettre les mains dans la cambouille pour sortir un document et une vision claire. La vision claire, le haut commissaire là, le président Talon là, même mon collègue qui en face, il a la vision claire. Mais comment nous passons de ce qui est dans nos têtes à nous, à Kowe là, à quelque chose que nous pouvons faire sur le terrain pour que toutes nos concitoyennes et tous nos concitoyens soient imbus de la Sainte Coupe? C'est ça le problème. Jean-Baptiste Elias, je vais vous poser une question peut-être qui va peut-être vous embarrasser. Les engagements dont on parle, ils remontent un peu à 2003, 2004, et donc disons la fin du régime de Mathieu Kérékou au Bénin. Après, on a eu 2006, 10 ans de Boni Yayi. Actuellement, on est en train de fermer 10 ans de Patrice Talon. L'acteur de la société civile que vous êtes, dont aucun combat n'est quand même caché. Lorsque on vous demande de faire, j'allais dire une radioscopie ou j'allais dire une étude sur comment elle a évolué cette lutte contre la corruption aujourd'hui, puisque lorsqu'on écoute le sieur Olivier Charles Atindéou, il y a eu des progrès qui ont été effectués sous Patrice Talon. Je ne suis pas embarrassé par votre question, je vais vous répondre. En prenant sur les 25 dernières années, puisque vous êtes dans cette logique-là, oui, la seule et unique réponse qu'on peut donner en matière d'évolution de la lutte contre la corruption au Bénin est que l'évaluation ou l'évolution se fait en dents de scie. C'est-à-dire? À un moment donné, nous sommes stationnaires. À un moment donné, nous progressons positivement. À un moment donné, nous déclinons. À un moment donné, nous sommes encore stationnaires. À un autre moment donné, nous montons. À un moment donné, nous sommes en plateau. Et à un moment donné, nous sommes en régression. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous prenez les 25 dernières années, malheureusement, nous ne pouvons prendre que ce que nous avons, l'indice de perception. Quand vous prenez de 2001 jusqu'à 2024, vous trouverez que en matière de progression, l'évolution du Bénin en matière de points, sur les 100 points, nous avons évolué à peu près de 10 points sur les 25 ans. C'est de ça qu'il s'agit. À des moments donnés, on augmente, on monte, on est stationnaire, on descend, on monte, on est stationnaire, on descend. Voilà la réponse technique de ce que nous avons aujourd'hui. S'il y a une autre évaluation qui permet, n'est-ce pas, d'aller autrement ou d'aller plus loin, mais je suis preneur. Mais on n'en a pas, comme il a dit, mais mon collègue l'a dit, on n'a pas encore cette évaluation-là. Ce que nous avons, c'est l'indice de perception. Et quand vous prenez cela, en dents de scie, voilà la réponse à votre question. Est-ce que sous Patrice Talon, il y a eu des instruments qui ont été mis en place pour faire peur aux délinquants? Tous les régimes qui se sont succédés depuis l'indépendance ont mis en place des structures de leur temps, de leur moment, pour faire peur aux délinquants. Je viens de dire tout à l'heure que sous la Révolution, on a mis en place des décrets fixant la répression, voilà le mot, la répression du rançonnement. Rançonnement, je dis encore, des policiers ont été radiés de la fonction publique pour 200 francs. Donc des textes existaient aussi. Les textes, il y a encore tous ces textes-là qui ne sont pas encore abrogés. Il y en a encore. Et tout comme chacun, à son niveau, a essayé de mettre les textes en place. Au niveau du président Yayi Boni, il y a eu la loi de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. La loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes qui comporte 156 articles, qui a prévu un certain nombre de choses. Au niveau du président et Patrice Talon, il y a la criette qui est sortie. Donc chaque pays, chaque gouvernement, chaque dirigeant
à essayer de mettre en place des tests qui vont permettre à ce que... Mais à quelle époque la volonté politique a été plus ferme? À tous les niveaux. À tous les niveaux. Oui, à tous les niveaux et à toutes les périodes. Maintenant, une seule personne ne fait pas, comme on le dit, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Le président de la République a beau dire c'est comme ça, si tous ceux qui sont ses collaborateurs ou qui sont en dessous de ses collaborateurs font autrement, eh bien, on n'aura pas les résultats. Même question, Olivier Charlatindéo. Vous savez, je ne suis pas dans la démagogie. C'est un problème avec. Parfois, pour certaines choses, bon, il est vrai qu'on nous apprend à ne pas tout dire, mais il est bon, là, de cracher une vérité. Les épisodes qu'il a rappelés, moi, je n'étais pas au pays. Je ne venais qu'en vacances 1, 2, 3 fois maximum dans l'année. Donc, j'observais de loin. Et je suis revenu au pays le 29 septembre 2024. Et il y a quelque chose que j'entends. Les gens se plaignent de ce que l'argent, je vais le dire directement, hein, que l'argent ne circule plus. Et je leur posais la question, donc bon curieux, mais qu'est-ce que vous entendez par l'argent qui circule? Ah, excusez-moi de parler en langue nationale, hein, mais ils étaient à l'aise. Mais à l'aise, pourquoi étaient-ils à l'aise? Ça veut dire qu'il y avait, je vais dire comme ça, où cela pourrait s'entendre, qu'il y avait un système de prébande. Là, je vais employer encore un autre mot technique. Ça veut dire que certains, ou ça voudrait dire que certains politiques ou autres prenaient l'argent de l'État en guise d'investissement, soit pour leur réélection, ou en même temps pour satisfaire ces électeurs-là qui sont allés faire leur choix. C'est la lecture que j'ai eu à faire. J'ai discuté avec, comme on dit, des bonnes dames du quotidien qui vendent, je ne sais pas, à Takoté Vicpo. Moi, ça m'arrive, j'adore ça. J'ai discuté avec, j'ai échangé avec des ministres. Quand le ministre de l'Intérieur me dit, mais je ne sais pas comment... Pourtant, ils sont bien formés. L'État met beaucoup d'argent dans la formation des policiers. C'est vrai, en plus. Beaucoup d'argent. Mais quand ils sont sur le terrain, on a comme l'impression qu'il y a comme un nivellement de... Et puis, ils perdent tout. Et puis, il y en a... Ils ne sont pas tous comme ça, attention. J'ai dit, il y en a qui choisissent la voie de la facilité pour faire rentrer des sous qu'ils estiment comme étant le complément de leur salaire. Donc, ma position à moi ne me permet pas de rentrer, vais-je dire, dans un parallélisme de temps ou dans une comparaison de qui a fait quoi de mieux, qui n'a pas fait quoi de... Je regarde ce qui est actuellement, j'entends, et vais-je dire que ma position personnelle me conduit, même m'oblige à dire que, comme il l'a souligné, nous pouvons faire mieux. Et effectivement, nous ferons mieux. Parce que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, bien sûr, nous misons dans la prévention, mais, et je vais lui donner une exclusivité, nous allons avoir au Bénin notre indice national de mesure, pas de perception, de mesure. C'est un travail hyper technique. Il sera invité à participer à ce job. Il n'y a pas de souci, c'est prévu. Nous pouvons le faire. Nous allons tester. Et si c'est bon, nous avons des institutions sœurs en Afrique qui sont déjà prêtes à suivre, à prendre notre modèle. Parce que tout le monde réfléchit en disant, mathématiquement, comment c'est possible? Sociologiquement, comment c'est possible? Est-ce que nous allons agréger, nous allons faire 1 plus 1 pour obtenir un indice, ou bien nous allons choisir une autre méthode? Effectivement, il y a une autre méthode qui existe. Il y a une autre méthode qui existe. J'ai vu Jean-Baptiste Elias prendre quelques notes, mais je vais vous poser une question également. Est-ce que l'avènement de la CRIED, est-ce que les innombrables interpellations par la brigade économique et financière, est-ce que vous, qui êtes quand même très attentif aux différents faits de corruption à travers le pays, est-ce que vous avez senti que cela a émoussé l'ardeur des corrompus et corrupteurs? Pas du tout. D'abord, malgré les condamnations que nous entend pas du tout. À 10 ans, à 20 ans. Pas du tout. La preuve, on a condamné des gens à 20 ans de prison et pourtant la corruption continue. On découvre d'autres personnes après ça qui ont fait la corruption et qui sont dans le couloir, n'est-ce pas, du jugement actuellement. D'abord, premier élément,
la création de la criette n'est pas l'exclusivité du Bénin. D'autres pays l'ont fait avant. Et quand nous étions au niveau des Nations Unies pour les bonnes pratiques, ces pays existent. Si c'est nécessaire, on va les citer. Autrement dit, quand ces pays ont mis en place cette structure qu'ils ont donné le nom qu'il faut, d'autres ont donné le nom qu'il faut, bref, le contenu est ce que nous savons. Bien, on amène les gens devant cette structure-là. Puis, le jugement est fait. Très bien. Mais, je vous dis, malgré ça, il y en a encore qui sont, hélas, dans le feu de l'action pour faire la corruption. Le comportement, l'éthique, la morale, la mentalité de l'homme, malheureusement, le conduit à faire ça, malgré qu'il y a cette possibilité de répression que tout le monde connaît. Alors, mon cher collègue a dit, et il a bien raison, que lui n'était pas dans le pays avant, qu'il est arrivé seulement en 2024. Je lui concède cela. Ce qu'il a entendu depuis qu'il est arrivé le permet de dire que c'est comme ça. Mais il a bien dit que ce que j'ai dit aussi, c'est parce que je suis sur le terrain depuis longtemps et que je vois comment ça se passe que j'ai dit ce que j'ai dit. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Chacun de nous a des raisons de dire ce que nous avons dit. Et le moment venu, comme il a si bien dit, quand l'étude sera concoctée et que le travail va se faire, on se rendra compte, n'est-ce pas, de ce qu'il y a comme réalité du terrain, malgré qu'il y a eu donc toutes ces réformes-là qui ont permis d'avoir des tests, d'avoir des structures et tout ce que nous savons. Alors, le thème de cette année, c'est s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Les jeunes sont-ils davantage sensibles à l'intégrité ou davantage vulnérables aux pratiques corruptives en raison de frustrations sociales persistantes? Votre question est densément technique et même, je veux dire, si on ne fait pas attention, on rentre dans le piège. Je vais vous répondre aussi, c'est très simple à comprendre. Quand vous naissez, vous allez à l'école, vous apprenez à lire et à écrire. À la maison, on vous dit ce qu'est société, vous faites corps, vous apprenez à faire corps. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une ritualisation de l'instruction et de l'information vous permettant d'avoir votre vision du monde. Techniquement, on appelle ça l'émergence de la compréhension. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous vient, qui vous conduit à dire, par exemple, comment vous vous situez, M. Achirou, dans votre communauté, dans le Bénin, ou par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et quand vous faites tout ça, vous pouvez soit mal vous comporter, ou bien vous comporter. Qu'est-ce que je veux dire? Les jeunes sont très sensibles. Ça devrait être même, ça doit être notre première cible. Si nous arrivons à configurer, veuillez m'excuser pour l'expression, hein, qui ressemble un peu à de l'informatique, si nous arrivons à configurer cette infrastructure mentale, nous allons avoir une architecture, une très belle architecture de la probité et de l'intégrité. Donc nous aurons une culture de l'intégrité. Si nous ne commençons pas par ces jeunes-là, de 2 à 7 ans, de 7 ans à 15 ans, de 15 ans à 21 ans et de 21 ans à 25 ans, voici les tranches, nous aurons tout raté. Ces adultes qui existent aujourd'hui, on ne peut pas leur appliquer le même régime que les jeunes. Avec la jeunesse, nous avons encore une possibilité de dire, tiens, écoutez, nous sommes finissants, vous êtes la relève. Voilà ce qu'il faut faire pour avoir la croissance économique. Voilà ce qu'il faut faire pour avoir le développement durable. Voilà ce qu'il faut faire pour ne pas vider le pot commun, les caisses de l'État. C'est cette caisse qui sert à financer les réformes. Et c'est important. Quand ils auront compris, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit dans les lieux où ils jouent entre copains, copines, ainsi de suite, mais nous aurons gagné une bonne partie de cette bataille-là. C'est important. Donc, il ne faut pas hésiter. La question de dire est-ce qu'ils sont sensibles? Oui, la jeunesse va toujours rester sensible. Mais c'est nous qui devons mettre des stratégies en place, des politiques publiques en place pour ramener cette jeunesse-là dans une culture de l'intégrité. Moi, mon rêve, c'est dans, bon allez, il ne faut pas être démagogue, dans peut-être 15 ans, 20 ans, qu'on dise le Bénin, le pays des femmes et hommes intègres. Voilà. Voilà. Jean-Baptiste Elias, votre opinion sur les implications de la thématique de cette année? 2025,
les Nations Unies ont choisi le thème que vous venez de sortir tout à l'heure. Ça veut dire que la jeunesse a un rôle capital à jouer. Quand vous prenez la population mondiale aujourd'hui, la jeunesse fait plus de 50%, je dirais même plus de 60% de la population mondiale. Ça veut dire que la jeunesse prendra la relève. Et il faut que la jeunesse soit formatée, soit formée, soit éduquée, soit sensibilisée, en tout cas dans le domaine qui est le nôtre, ce que nous traitons aujourd'hui, afin que les responsables au niveau de l'État puissent avoir les moyens nécessaires de faire une bonne politique de développement durable. Et pour ce faire, il faut d'abord sensibiliser et éduquer la jeunesse. Il y a beaucoup de choses à faire. La sensibilisation, d'abord au niveau de la maison, au niveau de l'école, au niveau des universités. Vous devez avoir la crainte de ne pas toucher le bien public et le mettre à votre poche. Les deniers publics doivent être sacrés. Vous ne devez pas les prendre pour en faire votre propriété privée. Jean-Baptiste Elias, excusez-moi de vous couper, mais est-ce que la jeunesse confrontée au chômage et au manque d'opportunités, est-ce qu'elle n'est pas confrontée à l'emprunt de canevas illicites? Tout à l'heure, j'ai bien dit qu'il faudrait les moyens nécessaires pour que les dirigeants fassent une bonne politique de développement durable. Justement, quand les dirigeants auront les moyens financiers nécessaires de mettre en place une bonne politique de développement durable, le problème de l'emploi trouvera sa solution. Et une fois que le problème de l'emploi trouvera sa solution, eh bien, les jeunes seront insérés au fur et à mesure qu'ils travailleront, soit dans le privé, soit dans le public, et il y aura moins de chômage. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, quand on va sensibiliser et éduquer les jeunes à faire en sorte que le bien public soit respecté, le jeune enfant qui sera formé dira à la maison à son papa, « Papa, pardon, quand tu iras au travail là, occupe-toi de faire le travail comme il faut, ne t'adonne pas à la corruption. Pense à nous, qu'on ne dise pas après, c'est l'enfant de X qui a fait ceci. » Ah, le papa va faire attention. « Maman, quand tu iras au travail, fais tout ce que les tests sont prévus, ne t'adonne pas à la corruption. » Donc, les jeunes peuvent donner des informations et des conseils à leurs parents qui sont aujourd'hui aux affaires pour éviter que ça se fasse. Une fois que tout cela va se faire, on aura le résultat. On doit donner à la jeunesse, n'est-ce pas, ses droits et ses devoirs, qu'ils sachent que le jeune puisse comprendre que voici mes droits, voici mes devoirs, et pouvoir les faire. On doit utiliser les réseaux sociaux, nous sommes là-dedans, pour que les jeunes puissent se servir des réseaux sociaux pour participer efficacement à la lutte contre la corruption. Ainsi de suite. J'ai vu que vous êtes un peu pressé là. Bon, je m'arrête. Allez-y, allez-y. Ah bon, je continue. Allez-y, oui. Il faudrait faire travailler les jeunes à contribuer efficacement à la lutte contre la corruption. Les séances que nous proposons, que nous développons, aussi bien au niveau du Haut Commissariat à la prévention de la corruption qu'au niveau des organisations de la société civile, ont pour mission principale de permettre aux jeunes de prendre place au sein des populations pour agir efficacement contre la corruption. Voilà quelques éléments que je donne très rapidement pour permettre d'avancer. Merci beaucoup. On est pris par le temps. Il y a la régie avec Orience Bomaro qui fait signe déjà. Mais j'ai une question au secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. La lutte contre la corruption doit-elle être prioritairement répressive, préventive, éducative, ou existe-t-elle un équilibre strict entre les trois approches? C'est un équilibre. C'est un équilibre, c'est un bon mixte. Il faut trouver le bon curseur en mettant l'accent sur le préventif. C'est très important. Mettre l'accent sur le préventif sans... C'est pour ça que le Bénin a choisi le Haut Commissariat à la prévention de la corruption? Oui, moi, ce reversement de paradigme me plaît. Ça me plaît parce que, écoutez, on ne sort pas du ventre de notre mère en étant adulte, bien formé, machin. Non, on commence quelque part, on évolue. Et dans cette évolution-là, on doit s'approprier l'ensemble des règles de la République. Ce qui fait vertu, on doit le connaître très tôt. Et quand on le connaît très tôt, s'il y a déviance après, là, le préventif arrive, paf, et il tape. Il taper, ce n'est pas détruire, briser l'individu, c'est de contribuer à le ramener dans le corps. Donc, oui, il faut trouver le bon curseur et un bon mix de
ces deux-là, le préventif et le répressif. Moi, ça me plaît en tant que secrétaire général et c'est d'ailleurs ce que nous faisons au commissariat à la prévention de la corruption. Merci à vous, Olivier Charles Atindéou, Jean-Baptiste Elias, merci. Je prends l'engagement devant les amis internautes qu'on va revenir encore un de ces quatre pour évoquer les défis de la lutte contre la corruption au Bénin, parce que nous avons quand même les élections qui approchent, une élection présidentielle, et donc les uns les autres débattent autour des thématiques de campagne. La lutte contre la corruption, j'ai eu à le dire dans l'introduction, elle fait partie de ces mots-là qui empêchent et qui enrhument les appareils d'État. Jean-Baptiste Elias, on va venir quand même réanalyser et exposer les défis. Dans quelques jours, nous allons faire les élections. Il serait bon de rappeler à vos internautes ce que c'est que la corruption électorale. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire pour l'éviter ou pour réduire cette corruption en période électorale. Nous sommes disponibles. Dès que vous voudrez, nous viendrons sur le plateau pour expliquer à tous vos internautes et à tous les téléspectateurs ce que c'est que la corruption électorale, ce qu'il faut faire pour diminuer sensiblement cette corruption électorale. Et je compte aussi sur la disponibilité du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Engagement pris. Engagement pris. Merci à vous. Je rappelle que Olivier Charles Atindéou est le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Il était avec Jean-Baptiste Elias, président du Front des organisations nationales contre la corruption. C'était le débat matinal de ce matin sur Free Matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes.